Depuis des années, les exégètes bibliques débattent de l'emplacement de ces lieux saints. Aujourd'hui, un homme affirme les avoir peut-être découverts. Pendant des décennies, une montagne est restée cachée à la vue de tous, entourée de barbelés, gardée par le silence et discrètement soustraite à l'attention du monde. Officiellement, ce n'était rien, juste une zone réglementée de plus dans les déserts d'Arabie Saoudite. Mais officieusement, les rumeurs n'ont jamais cessé. Des histoires de passes, des histoires de traces de feu antiques, de roches fendues et du Nissoamnas, une histoire oubliée, enfouie sous la surface. Maintenant, tout est en train de changer. Nous nous trouvons à quelques kilomètres seulement de Jabal al-Lawz, un site que beaucoup pensent être le véritable mont Sinaï, non pas celui décrit dans les manuels scolaires, ni celui dont des millions de personnes ont entendu parler. Celui-ci caché dans l'ancienne terre de Madian. Un cimetière voisin actuellement en cours de fouille renferme peut-être les restes de milliers de personnes liées à l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire biblique. Puis vint 2025. Une percée inattendue. Des scientifiques ont déployé des drones dotés d'une intelligence artificielle 3D, une technologie conçue pour voir sous la roche. Ce qu'ils ont découvert n'était pas naturel. C'était impossible. Des chambres géométriques parfaites et des structures souterraines, des motifs trop précis, trop intentionnels pour être considérés comme une simple coïncidence. Si cela est réel, cela ne se contente pas de remettre en question l'histoire, cela la réécrit. Avant de vous dévoiler ce qu'ils ont trouvé sous la montagne, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car certaines vérités n'étaient pas destinées à être vues. La mauvaise montagne. Laissez-moi vous parler de la plus grande erreur de manipulation de l'histoire religieuse. Depuis plus d'un 500 ans, des millions de pèlerins se rendent en Égypte sur une montagne appelée Jabal Moussa. À ses pieds se dresse un célèbre monastère Sainte-Catherine, construit au VIe siècle par l'empereur byzantin Justinien. Chaque jour, des touristes gravissent ces marches antiques, persuadés de marcher sur les traces de Moïse. Les églises l'enseignent. Les manuels scolaires le confirment. Le lieu est devenu si emblématique que le remettre en question paraît presque hérétique. Mais voici le problème dont personne ne veut parler. Les preuves ne concordent pas, loin de là. La Bible décrit le mont Sinaï comme un lieu de feu et de fumée. Le buisson ardent mentionné dans la Bible où Dieu parle à Moïse en est un exemple. Lorsque Dieu y descendit, la montagne s'embrassa et le sol trembla violemment. La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Le sommet tout entier était englouti par une fureur volcanique incandescente. Oh, regardez Jabal Moussa. C'est du granit solide stable et un granit géologiquement inactif. Les géologues l'ont exploré sous toutes ses coutures. Il n'y a aucune preuve d'activité volcanique, aucune roche calcinée, aucun dommage thermique, rien qui puisse expliquer les événements cataclysmiques décrits dans l'Exode. Ensuite, il y a le problème de la géographie. Selon le récit biblique, les Israélites traversèrent la mer Rouge et parcoururent une région appelée Madian, avant d'atteindre la montagne de Dieu. Voici un fait concernant Madian que les érudits connaissent depuis des siècles, mais qu'ils ont commodément ignoré. Madian ne se situait pas en Égypte, mais à l'est du golfe d'Aqaba, dans l'actuelle Arabie Saoudite au nord-ouest. La destination des Israélites se trouvait à Madian, qui correspond aujourd'hui à l'Arabie Saoudite. Madian était donc en Arabie Saoudite et non dans la péninsule du Sinaï. L'itinéraire décrit dans l'Exode mène directement de la péninsule du Sinaï vers le désert d'Arabie. Alors, comment se fait-il que nous nous soyons retrouvés sur la mauvaise montagne pendant un 500 ans? La réponse tient à la politique au pouvoir et à un monastère très influent. Au IVe siècle, le christianisme venait d'être légalisé dans l'Empire romain. Le pèlerinage devint une véritable obsession. Les croyants voulaient voir de leurs propres yeux les lieux mentionnés dans les Écritures. Ils exigeaient des preuves, et l'Église se devait de les leur fournir.
Ainsi, lorsqu'un petit groupe de moines s'installa au pied d'une montagne en Égypte et affirma qu'il s'agissait du Sinaï, personne ne les contesta. L'empereur Justinien fit construire un monastère fortifié pour officialiser leur affirmation. Le site accumula richesse, influence et protection politique. Remettre cela en question revenait à remettre en cause 15 siècles de tradition, des millions de pèlerins dévoués et l'une des plus anciennes institutions chrétiennes au monde. Les érudits ont bâti leur théorie sur l'hypothèse que Jabal Moussa avait raison. Ils ont réécrit la géographie. Ils ont ignoré les contradictions. Ils ont refusé de regarder ailleurs jusqu'à ce qu'un drone survole l'Arabie saoudite et découvre ce qui aurait dû être là depuis toujours. Le scan interdit. Dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite se dresse une montagne appelée Jabal al-Lawz. Pendant des décennies, un petit groupe de chercheurs a soutenu qu'il s'agissait du véritable mont Sinaï. L'emplacement correspondait à la route biblique. La géographie était identique. Les triangles, les tribus bédouines locales l'appelaient la montagne de Moïse depuis des générations. Mais personne ne pouvait le prouver, car l'Arabie saoudite interdisait toute visite. La région était classée zone interdite. Des installations militaires parsemaient de paysages. Des patrouilles armées gardaient des accès. Les archéologues, qui avaient demandé des permis, se sont vus refuser l'accès. Les équipes de tournage ont été refoulées au point de contrôle. Les seuls témoignages qui ont filtré proviennent d'aventuriers qui se sont introduits clandestinement et ont emporté des photographies floues avant d'être arrêtés ou expulsés. Le mystère de Jabal al-Lawz est resté enfoui derrière des barbelés et des murs de pierre bureaucratiques. Puis, la technologie a tout changé. En 2025, une équipe de recherche privée a conclu un accord avec les autorités saoudiennes. Pas de déploiement de troupes au sol, pas de fouilles, seulement un drone transportant l'équipement utilisé par les organisations militaires pour localiser les bunkers souterrains et les caches d'armes enfouies. Il s'agissait d'un système radar à pénétration de sol à antenne réseau à commande de phase. Une technologie si puissante qu'elle peut cartographier des structurations cachées sous 30 mètres de roches solides et créer des images tridimensionnelles de ce qui se trouve en dessous. L'équipe a programmé une trajectoire de vol au-dessus de Jabal al-Lawz, a lancé le drone et a attendu le retour des données. Ce qui est apparu sur leurs écrans a plongé tout le laboratoire dans un silence de mort. Le radar a détecté des structures, non pas des grottes naturelles ni des fissures géologiques, mais des structures artificielles, des chambres rectangulaires disposées en grille sous la surface, des murs se rejoignant à des angles droits parfaits, des couloirs reliant des pièces selon des agencements qui semblaient planifiés, délibérés et architecturaux. On ne trouve pas d'angle droit dans la nature. L'érosion crée des courbes. Les mouvements tectoniques engendrent le chaos. Mais les analyses ont révélé un ordre qui ne peut provenir que de la construction humaine ou de quelque chose qui la dépasse. Explication. Relevés de profondeur situent ces chambres à environ 12 mètres sous la surface actuelle, enfouies sous des millénaires de glissements de terrain, d'érosion et de lente accumulation de sable désertique scellées intactes et attendant d'être découvertes. Mais le véritable choc résidait dans leur ampleur. Il ne s'agissait pas d'un petit abri ni d'une simple pièce. Le radar a détecté un réseau de chambres s'étendant sur plus de 90 mètres. Si l'on dépliait ce complexe à la surface, on obtiendrait une surface de la taille d'un terrain de football suffisamment vaste pour accueillir des milliers de personnes, assez grande pour correspondre à la description biblique de 600 hommes, sans compter les femmes et les enfants rassemblés au pied de la montagne de Dieu. L'équipe a effectué les relevés à 3 reprises. Ils ont vérifié l'absence d'interférence. Ils ont recalibré chaque capteur. Les données ont été confirmées. Quelque chose d'énorme est enfoui sous cette montagne, et ce depuis l'époque de Moïse. La preuve est gravée dans la pierre. Les chambres souterraines n'éteignent que le début.
Une fois les données radars rendues publiques, les chercheurs ont commencé à examiner d'anciens témoignages de personnes ayant réussi à visiter Jabal al-Lawz avant les restrictions. Leurs découvertes correspondent aux récits bibliques avec une précision troublante. Commencez par le sommet. La roche au sommet du Jabal al-Lawz est noire, non pas noire d'altération, non pas tachée par des lichens ou des dépôts minéraux, mais noire brûlée, comme si la pierre elle-même avait été soumise à une chaleur intense. Toutes les autres montagnes de la chaîne environnante sont composées de granit clair beige et gris, une roche désertique typique. Mais ce pic-ci semble avoir été plongé dans une fournaise. Les géologues qui ont analysé des échantillons ont trouvé des preuves de métamorphisme thermique. La roche a été altérée par des températures dépassant un 0 degré Celsius. C'est plus chaud que de la lave en fusion. C'est la chaleur d'un incendie catastrophique ou d'une explosion d'une ampleur inimaginable. Le chapitre 19 de l'Exode décrit précisément cela. La montagne brûlait. La fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. La montagne entière trembla violemment. Le sommet noirci du Jabal al-Lawz correspond parfaitement à cette description. À présent, dirigez-vous vers le pied du rocher. Là, les explorateurs ont découvert un énorme bloc erratique fendu net en deux. La fissure est lisse, presque chirurgicale. Les deux moitiés sont séparées par un large canal. Le sol environnant présente de fortes traces d'érosion dues à l'érosion hydrique dans l'une des régions les plus arides de la planète. La Bible décrit Moïse frappant un rocher et l'eau qui en jaillit en quantité suffisante pour abreuver des millions de personnes et tout leur bétail. Le rocher fendu de Jabal al-Lawz corrobore cette hypothèse. Il n'y a aujourd'hui aucune source d'eau à proximité. L'érosion suggère un écoulement massif et soudain, un phénomène unique et spectaculaire qui s'est ensuite interrompu. Près du pied de la montagne des chercheurs, on découvert une vaste plateforme rocheuse. Il ne s'agit pas d'une formation naturelle. Les pierres sont taillées et empilées intentionnellement. Leurs dimensions correspondent aux descriptions des autels utilisés dans le culte des anciens Israélites. Autour de la plateforme, des ossements d'animaux calcinés ont été découverts. L'analyse chimique a permis de dater certains d'entre eux de la fin de l'âge du bronze, période exacte, où l'Exode aurait eu lieu. L'Exode 24 décrit Moïse construisant un autel au pied de la montagne et y offrant des sacrifices. La plateforme de pierre de Jabal al-Lawz se trouve au bon endroit, date de la bonne époque et porte les traces d'une activité qui y correspond parfaitement. Mais la découverte la plus controversée est sans doute celle des pétroglyphes. Gravés dans la roche près du site, on y voit des images de bétail, notamment des taureaux aux cornes recourbées. Plusieurs sculptures représentant des personnes s'inclinant devant ces animaux. Cela correspond à l'histoire du veau d'or. Pendant que Moïse recevait les commandements sur la montagne, les Israélites s'impatientèrent. Ils fondirent leurs bijoux en or et façonnèrent une idole à vénérer. Moïse descendit, vit ce qu'ils avaient fait et la détruisit, mais le souvenir demeura. L'art rupestre de Jabal al-Lawz suggère que ce souvenir fut gravé dans la pierre par les habitants du lieu. On y trouve également les bornes frontières. Les bornes. L'Exode 19 avertit le peuple de ne pas toucher la montagne sous peine de mort. Moïse établit des limites pour les tenir à distance. À Jabal al-Lawz, de longues rangées de pierres encerclent le pied du pic. Ce ne sont ni des murs ni des enclos à bétail. Ce sont des rangées de pierres disposées en file indienne qui marquent un périmètre, une ligne à ne pas franchir. Tous les indices en surface convergent vers cet endroit. Le sommet brûlé, le rocher fendu, l'autel aux offrandes. Brûlé, les bornes frontières, les pétroglyphes du veau d'or, tout cela correspond au récit biblique. Et maintenant, le radar a révélé ce qui se cache en dessous. Le silence des sceptiques. Il existe un argument que les sceptiques utilisent donc depuis des décennies pour réfuter le récit de l'Exode. Où sont les preuves?
Si des millions de personnes ont campé au mont Sinaï pendant près d'1 an, où sont les vestiges? Où sont les poteries, les outils, les foyers, les dépôts de déchets? L'absence de preuves matérielles, affirme-t-il, prouve que l'exode n'a jamais eu lieu. Mais les archéologues et spécialistes des cultures nescendies nomades racontent une histoire bien différente. Les Israélites ne construisaient pas de villes. Ils vivaient sous des tentes. Les tentes ne laissent pas de fondation. Elles laissent dans de petits trous de poteaux qui s'érodent dans quelques décennies. Les Israélites mangeaient de la manne et du pain sans levain. Ils ne produisaient pas de poterie à grande échelle. Les quelques récipients en argile qu'ils transportaient se seraient brisés et dispersés sur des kilomètres de désert. Pendant plus de 3 ans, ces fragments se sont mêlés aux poteries d'innombrables autres groupes nomades, empruntant les mêmes couloirs, devenant impossibles à isoler et à identifier. Les foyers se décomposent, les cendres s'envolent au vent, les pierres se dispersent. Après 3 millénaires, même la décoloration du sol disparaît complètement. Dans un environnement désertique, la matière organique s'évapore totalement. Les déchets humains, les restes alimentaires, les tissus de cuir, tout se décompose et disparaît. S'attendre à trouver des traces évidentes en surface d'un campement temporaire vieux de 301 est scientifiquement irréaliste. Mais voici ce que le radar change la donne. Les preuves ne sont pas absentes, elles sont enfouies. Les chambres détectées sous Jabal al-Lawz pourraient être des installations de stockage. Il pourrait s'agir d'abris qui ont ensuite été recouverts par des glissements de terrain et des crues soudaines. Le désert d'Arabie est violent. Une seule tempête peut ensevelir des constructions en une génération. Si les Israélites ont construit quoi que ce soit de permanent au pied de cette montagne, s'ils ont creusé des entrepôts dans la roche ou renforcé des grottes naturelles, ces espaces seraient aujourd'hui souterrains, cachés, scellés et préservés par l'air sec du désert. Le radar révèle des pièces rectangulaires agencées en grilles. Il ne s'agit pas de géologie, mais d'architecture. C'est une construction délibérée, œuvre de l'homme. Et la profondeur de 12 mètres suggère que ces structures sont enfouies. Elles sont enfouies depuis des millénaires, en attendant une technologie suffisamment avancée pour les mettre au jour. Les sceptiques pointent également du doigt les archives égyptiennes. Si l'exode a eu lieu, pourquoi l'Égypte n'en a-t-elle jamais parlé par écrit? Cet argument paraît convaincant jusqu'à ce qu'on comprenne le fonctionnement de la documentation égyptienne. Les pharaons consignaient leur victoire. Ils célébraient leur conquête. Ils ne commémoraient pas leurs défaites humiliantes. Si un pharaon perdait sa main-d'œuvre, voyait son pays ravagé par les épidémies et son armée engloutie par la mer, il n'immortaliserait jamais cet échec dans la pierre. Nous avons des preuves directes que les dirigeants égyptiens ont effacé des pans d'histoire embarrassants. Lorsque les souverains Hyksos furent expulsés, leurs noms furent physiquement rayés des monuments. Quand Akhenaton tenta de réformer la religion égyptienne, les pharaons qui lui succédèrent détruisirent sa table, détruisirent ses statues et firent effacer son nom des murs des temples. Si l'Égypte était prête à effacer ses propres rois, elle effacerait sans aucun doute le récit de leur victoire sur un dieu étranger. Le silence des archives égyptiennes ne constitue pas une preuve contre l'Exode. C'est précisément ce à quoi on pourrait s'attendre si l'Exode avait réellement eu lieu. Que renferme le coffre-fort? Nous entrons maintenant dans un domaine que certains qualifieront de spéculation et d'autres de prophétie, car des chercheurs pensent que ces chambres souterraines pourraient contenir quelque chose de plus important que des poteries et des outils. Ils croient que l'Arche d'Alliance pourrait être scellée sous cette montagne. Suivons leur raisonnement. L'Arche a été construite au mont Sinaï. L'Exode 25 décrit sa construction avec précision. Un coffre en bois d'acacia recouvert d'or pur. À l'intérieur, les tables de pierre portant les 10 commandements. L'Arche a voyagé avec les Israélites pendant des siècles. Elle était conservée dans le tabernacle, puis placée dans le temple de Salomon à Jérusalem avant de disparaître.
Lorsque les Babyloniens détruisirent le temple en 586 avant Jésus-Christ, l'arche avait déjà disparu. Aucun document ne relate sa capture, aucune mention de sa destruction. Mais elle s'est tout simplement volatilisée. Depuis 201, on la recherche. Plusieurs théories le situent en Éthiopie, caché dans une église en Égypte, enfoui dans un tombeau secret, ou encore en Israël, scellé sous le monte du temple. Mais que se passerait-il s'il n'avait jamais quitté le lieu de sa création? Imaginons la situation suivante. Le royaume d'Israël s'effondre et le temple est menacé. Les prêtres devaient au moins protéger l'objet le plus sacré de leur religion, la représentation physique de la présence de Dieu parmi son peuple. Où l'emmener? Certainement pas en Égypte. L'Égypte était l'ennemi ancestral. Certainement pas dans une ville qui tomberait aux mains des envahisseurs. Il l'emmènerait au seul endroit qu'aucun ennemi n'oserait profaner la montagne de Dieu. Le mont Sinaï était un lieu sacré, isolé et protégé par des centaines de kilomètres de nature sauvage. Si les prêtres avaient scellé l'arche dans une chambre secrète sous cette montagne, elle serait en sécurité. Elle resterait cachée jusqu'au moment opportun. Le radar a détecté des chambres rectangulaires scellées creusées dans la roche. Si ces compartiments étaient conçus pour protéger quelque chose de précieux, l'existence de l'arche n'est pas impossible. Une possibilité lointaine, une possibilité controversée certes, mais une possibilité qu'on ne peut écarter. Même sans l'arche, les implications sont stupéfiantes. Quelqu'un a investi énormément de temps de travail et de ressources pour construire des pièces souterraines au pied d'une montagne aride au milieu du désert d'Arabie. La seule explication qui concorde avec toutes les preuves est celle écrite dans l'Exode il y a des milliers d'années et d'années. C'est sur cette montagne que Moïse reçut la loi. C'est là que le feu descendit du ciel. C'est là que l'alliance entre Dieu et l'humanité fut scellée. La mémoire sacrée de ce lieu est souvent ignorée, et elle transforme notre compréhension de cette découverte. La Bible laisse entendre que le mont Sinaï était déjà sacré avant même que Moïse n'y pose le pied. Réfléchissez-y un instant. Dans l'Exode 3, lorsque Moïse rencontre pour la première fois le buisson ardent, Dieu lui dit d'enlever ses sandales, car le sol sous ses pieds est saint. Non pas que ce lieu devienne sacré après cette rencontre. Non pas que Dieu le sanctifie à cet instant précis. Le sol, c'est déjà sacré. Sa sainteté est antérieure à l'arrivée de Moïse. Ce simple détail recèle des implications considérables. Moïse n'essaie pas de tomber par hasard sur un sommet inconnu au milieu du désert. Il a été attiré par un lieu déjà chargé de sens spirituel, une montagne reconnue comme terre sacrée. Mais sacré pour qui? C'est là que les Madianites entrent en scène. Rappelons que Moïse vivait parmi les Madianites depuis 40 ans avant l'épisode du buisson ardent. Il avait épousé une Madianite nommée Séphora. Son père Jéthro était un prêtre madianite. Moïse avait passé 40 ans immergé dans la culture madianite, gardant des moutons sur leur territoire, apprenant leurs coutumes et s'imprégnant très certainement de leurs traditions religieuses. Si les Madianites considéraient une montagne particulière comme sacrée, Moïse l'aurait su. Il en aurait compris la signification. Et lorsque Dieu l'aurait appelé sur cette montagne, il aurait reconnu précisément l'endroit où il était convoqué. Les fouilles archéologiques de la région de Jabal al-Lawh corroborent fortement cette interprétation. Les chercheurs ont découvert d'importants établissements madianites dans les vallées environnantes. Ils ont mis au jour des poteries madianites caractéristiques ornées de motifs géométriques datant de la fin de l'âge du bronze. Ils ont également découvert des sites de fusion du cuivre où les Madianites traitaient le minerai provenant des mines voisines. Ils ont cartographié des preuves de réseaux commerciaux organisés reliant cette région à l'Égypte, au Levant et au reste du monde antique. Les Madianites n'étaient pas des nomades primitifs, errant sans but dans le désert. C'était un peuple raffiné au territoire, établi aux pratiques religieuses et aux traditions culturelles, transmises de génération en génération. Ils connaissaient chaque sommet de leur paysage. Ils auraient attribué une signification aux plus insolites.
Et Jabal al-Lawz est profondément insolite. Un sommet noirci dominant des contrées voisines aux teintes beiges et grises aurait exigé des explications. Un rocher fendu témoignant de la présence d'eau dans une région aride aurait inspiré des récits. Les Madianites auraient donc développé des traditions autour de ces caractéristiques bien avant l'arrivée du premier Israélite. La montagne portait en elle une mémoire sacrée avant Moïse. Et cette mémoire créait un lien indéfectible entre le passé et le présent. Cette continuité de la mémoire sacrée est essentielle pour comprendre pourquoi le véritable lieu a été préservé, tandis qu'un autre plus fictif a été inventé. Les habitants des environs du mont Lawz, en Arabie, ne l'ont jamais oublié. De génération en génération, les pères le racontaient aux fils, les mères aux filles, les anciens aux enfants. La montagne de Moïse, le lieu d'où descendit le feu, le sol, où Dieu parla. Pour eux, il ne s'agissait pas de théologie abstraite. C'était un élément de leur géographie locale. Cela faisait partie de leur paysage quotidien. Ils passaient devant. Ils le montraient du doigt. Ils ont perpétué ce souvenir pendant des milliers d'années, grâce à une tradition orale ininterrompue. Pendant ce temps, à 200-400 km de là en Égypte, des moines byzantins tâtonnaient. Ils n'avaient aucun lien avec la tradition originelle. Ils n'avaient pas l'accès à la mémoire vivante. Ils disposaient de textes de légendes et de motivations politiques, mais pas du fil conducteur qui les reliait aux événements réels. Lorsqu'ils ont désigné Jabal Moussa et l'ont déclaré Mont Sinaï, ils ont construit une tradition à partir de rien. Ils inventaient un lieu sacré parce qu'ils en avaient besoin, non parce qu'ils savaient où se trouvait le véritable. Ces moines étaient des étrangers qui attribuaient une signification à une terre qu'ils n'ont jamais vraiment comprise. Les Kubadjams, les tribus bédouines proches de Jabal al-Lawz, étaient les véritables initiés, les gardiennes d'un héritage transmis de génération en génération. Pendant des siècles, les universitaires occidentaux ont ignoré ces récits bédouins. Ils les ont qualifiés de folklore, les ont rejetés comme superstitions et les ont réduits à l'imagination pleine d'espoir d'habitants du désert, qui, selon eux, ne pourraient jamais rivaliser avec des érudits ayant reçu une éducation formelle. Leur arrogance était stupéfiante. Ces érudits ont accordé leur confiance à un monastère fondé par des étrangers, plutôt qu'aux récits oraux conservés par des personnes dont les ancêtres vivaient dans cette région depuis l'époque des événements eux-mêmes. Ils ont privilégié l'autorité institutionnelle au détriment du savoir autochtone, partant du principe que des documents écrits, produits 500 ans plus tard, avaient plus de crédibilité que la mémoire collective transmise de génération en génération. Mais aujourd'hui, le radar confirme que les populations locales ont toujours affirmé. Les Bédouins avaient raison. Les universitaires avaient tort. La montagne est réelle. Les chambres sont réelles. Ce qui a été préservé à travers les générations ignorées et rejetées pendant des siècles apparaît aujourd'hui comme l'un des témoignages les plus fiables dont nous disposons. Parfois, ceux qui sont au plus près du territoire le comprennent moins mieux que ceux qui l'étudient de loin. Parfois, la tradition orale recèle une vérité plus profonde que le consensus académique. Et parfois, après 3-0 ans, la mémoire se révèle enfin juste. Alors, où cela nous mène-t-il? Les données sont là. Les schémas sont indéniables. Et la montagne a enfin commencé à parler. Sous le Jabal al-Lawz repose quelque chose d'intentionnel, scellé, préservé qui attend. Mais la vraie question n'est pas seulement ce qui se trouve là-dessous. C'est ce qui se passera si tout cela est vrai. Car dès que ces chambres s'ouvrent, l'histoire ne se contente pas de s'étendre. Elle se brise. Les croyances évoluent. Les cartes sont redessinées. Les récits, autrefois considérés comme des mythes, exigeant d'être réexaminés comme des souvenirs. Le radar a révélé les contours, non la vérité, dans son intégralité. Et peut-être est-ce voulu.
La vraie question n'est donc pas de savoir si nous devons creuser davantage, mais plutôt si nous sommes prêts à affronter ce que la vérité pourrait exiger une fois que nous l'aurons fait.